les amis. Voilà les amis, on attaque la dernière partie de ce talk show avec la rubrique du Doc ONP. Le Doc ONP qui va nous faire voyager dans les épopées de la Ligue avec l'histoire de cette franchise de Saints de Phoenix. À toi le Doc. Oui, bonsoir nos auditeurs, bonsoir à ceux qui se connectent que maintenant, parce que vous ne voulez pas dire, il y a des fans qui se connectent que pour ma rubrique, désolé pour les autres, donc c'est pas pour dire, mais bon, c'est comme ça. Mais alors, on va tâcher d'être à la hauteur, Laisse-le faire son petit menu fauteuil là-bas. La tâche n'est pas facile. Vas-y le Doc. Mon point n'est pas encore 21h. Donc, il fait quoi 21h? Il a dit qu'il va à la salle pour travailler. Ah d'accord, oui, c'est vrai, il doit aller travailler. Il va arracher les... Il va attendre la fin du show. Il attend la fin du show. Il va arracher les des gringalets. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, nous y voilà dans un truc particulier, et c'est l'actualité qui a voulu ainsi. Hein. C'est vrai. Mais bon, on profite, on surfe dessus, nous aussi. Et en parlant des problèmes avec ce sorcier de Bledsoe qui m'envoie rechercher des trucs sur... fouiller au fond de ma petite mémoire des bons moments des Phoenix Suns qui était mon équipe particulièrement dans les années début 90 hein, parce que j'étais un amoureux de Charles Barkley. On est arrivé là-bas, m'a fait partie de cette équipe. Donc, je profite donc de ce moment pour... C'était beau hein, ce maillot violet. Ah oui, quand tu l'achetais avec... la CB, la Charles Barkley avec la même couleur. Même quand tu savais pas jouer, on te prenait dans les équipes. C'est comme ça qu'il fallait faire. Mais beaucoup de gens savent pas pourquoi l'autre jour et depuis un moment sur la radio, on déplore un peu ce Phoenix en part de vitesse, mal géré depuis quelques années. Parce que tout simplement, c'est pas une simple franchise. Les jeunes de maintenant vont se dire ça fait partie des franchises du bas de classement, mais légendaire. Ça, ils doivent le savoir. Et ils ont connu leur moment. Je le disais l'autre jour, je commence là pour les plus jeunes. Dans les années 2000-2010, à l'Ouest, les Lakers ont fait peur, ont gagné. Les Spurs ont fait peur, ont gagné. Mais après les Lakers, pour moi, même devant les Spurs, parce que les Spurs ont commencé avant même, dès 99, et après 2010, les Suns de Steve Nash sont, pour moi, la deuxième équipe du West qui a terrorisé. C'est une anomalie qu'il n'ait pas gagné. Ça reste parmi les anomalies de ce sport où, dans la constance, une franchise de 2004 à 2010 ait pu autant faire peur sans arriver au bout. Bon, chaque année, il y a eu sa petite poisse en play-off, soit par Kobe Bryant, soit par Duncan, soit par je sais pas qui. Donc, ils n'ont pas gagné. Mais ça ne vient pas que des années 2000. J'ai déjà envie de parler d'un moment où les jeunes ou les moins jeunes de maintenant ne connaissent pas. C'était avant, dans les années 90. Donc, et ce que beaucoup savent peut-être pas, c'est que ce sont les Cleveland Cavaliers qui donnent la fondation des Phoenix des années de l'année 90. Très bien, c'est bien à le dire ça. Parce que certains voient le Larry Nance de maintenant, Dunker, et on a parlé de son père. Son père, avant d'arriver aux Cavs pour faire son duo avec Mark Price, les Cavs dangereux des fin des années 80 et début 90, c'est parce qu'il était d'abord à Phoenix. Mais alors Phoenix manquait les Cavs manquaient de joueurs intérieurs. Donc, l'échange après la draft d'un certain Kevin Johnson, maire de Sacramento, et à ce moment-là, 7e de la draft 87, a permis donc Kevin Johnson, qui était le backup de Mark Price. Mark Price, la légende. Mark Price, le franchise player de l'époque. Oui. Donc, ils ont utilisé juste Kevin Johnson, qui avait un très bon avenir, mais qui se morfondait en remplaçant de Mark Price. Ils l'ont donc utilisé pour acquérir Larry Nance senior, mais pas que. Pour avoir Larry Nance, ils ont dû donner d'autres joueurs
comme le fameux Mark West, l'intérieur lourd, et un choix du premier tour qui a été finalement Dan Meyer. Les Cavs auraient pu avoir Dan Meyer, mais finalement Phoenix se retrouve à avoir Dan Meyer par rapport à ce choix. Donc il chope aussi Mark Price, Kevin Johnson. Donc ça a fait que de l'autre côté c'est un Mike Saunders, certains ne le connaissent pas, mais bon on va pas entrer, et Larry Nance qui vont de l'autre côté. Donc c'est le point de départ du Phoenix, c'est-à-dire que le Phoenix sort de ces cendres-là grâce aux Cavaliers qui ont négligé peut-être ce Kevin Johnson, mais bon, la place derrière c'était compliqué, et cette draft de Dan Meyer. Et nous y voilà, on retrouve une équipe de Phoenix là cette année-là composée quand même de Eddie Johnson, ceux qui certains ne savaient pas, un tireur à 3 points assez dangereux. Craig Hodge en provenance des Bulls cette année-là, 87-88. Derrière aussi il y a Jeff Cook, bon ça c'est pour les plus anciens, oui. Et bon Larry Nance qui va bouger, mais Mark West qui vient. Cette année-là ils vont rien faire de grandiose, c'est en mi-saison que tout ça se profile, donc, mais la saison suivante va être le début 88-89, voilà, avec Tom Chambers. Certains ne connaissent pas Tom Chambers, le dunker fou, l'un des meilleurs dunks de tous les temps. Tom Chambers, j'invite les plus jeunes à aller taper son nom. Oui, qui renforce aussi l'équipe. Jeff Hornacek, qui arrive aussi. Certains ne le savent pas, avant d'aller à Utah, Jeff Hornacek était à Phoenix. Donc, ils ont Tom Chambers, Jeff Hornacek, Eddie Johnson, Kevin Johnson. Certains vont pas le croire, ils ont Steve Kerr. Oui, Steve Kerr. Steve Kerr, ouais. Oui, Steve Kerr arrive par là-bas. Andrew Lang, Dan Meyer, Mark West. Voilà une équipe qui commence à prendre forme. Et qui, cette année-là, playoff 89, vont aller en playoff directement. Quand je parle d'épopée, on n'a pas choisi Phoenix pour rien du tout. Ouais. Premier tour, il lamine les Nuggets 3-0. Deuxième tour, les Warriors de Golden State, de la team DMC qui est en train de se créer, laminés 4-1 par Phoenix. Ils vont perdre en finale de conférence. Ça, les gens ne savent pas. Les Lakers battent Phoenix en finale de conférence en 89. Oui. 4-0, certes. Mais ils arrivent en finale de conférence pour une première année complète. C'est un succès. Pour une première année complète, on ne peut pas leur enlever ce succès. L'année suivante, maintenant, Kerr a bougé pour les Bulls, mais derrière ça, il y a une stabilité. Tim Legler, ceux qui ne savent pas, le tireur à 3 points qui était Tim Legler aussi, arrive. Kurt Rambis quitte les Lakers pour venir apporter de l'ancienneté aussi à cette équipe. Donc, Jeff Hornacek reste toujours, Tom Chambers et tout le reste. Et là, les playoffs 90, ils vont au premier tour battre Utah de Malone et Stockton qui commencent à former quelque chose d'intéressant. Deuxième tour, cette fois-ci, les Suns ont leur revanche contre les Lakers. Oui. En 90, ils tapent les Lakers 4-1. Demi-finale de conférence. Allez voir s'il y a encore des images qui peuvent traîner quelque part. Très belle conférence. Et en finale de conférence, ils perdent contre ce Portland qui va aller après rencontrer Détroit pour son deuxième titre. Mais ils arrivent en finale de conférence et ils prennent 2 matchs. Construction logique, mais très bonne construction d'équipe. Très bonne construction d'équipe. Et ils vont enchaîner. La saison suivante, dans la stabilité, Phoenix, les Suns de Phoenix vont tomber. Ils vont finir 4e de la conférence déjà. Mais ce qu'ils ne vont pas prévoir, c'est que le Hornacek qui quitte pour aller vers chez Malone et Stockton va les punir. Parce que Utah les chope au premier tour 3-1 sans bavure. Et cette première déconvenue en 91
va pousser déjà le management de Phoenix à commencer à revoir son équipe. Donc, ils vont commencer à essayer de revoir leur équipe. Il y aura quelques changements, hein, mais bon, c'est pas là que les grands changements vont avoir lieu. Déjà la saison 92, hein, qu'est-ce qui va se passer? Premier tour des playoffs face à San Antonio Spurs. Ils vont taper les Spurs 3-0 en batture. Parce que les gens le savent, Charles Barkley n'y était pas encore. Ensuite, demi-finale de conférence contre leur bête noire de l'époque, les Trailblazers, ils perdent 4-1. Et c'est là que la révolution va donc avoir lieu. Ouais. C'est là que la révolution va avoir lieu parce que par un tour de passe-passe, le GM de l'époque réussit donc à acquérir un Charles Barkley qui, à l'Est, voit la fin chez les Sixers avec les affaires extra basket, plus l'équipe qui n'avance plus, lui-même va demander à partir après tant d'années de bons et loyaux services. Donc, Charles Barkley arrive comme l'élément clé. Frank Johnson, le petit Frank Johnson en deuxième meneur, derrière Kevin Johnson, c'était la paire Johnson en arrière. Dan Mayer déjà là, Oliver Miller, le gros Oliver Miller en center. Kurt Rambis est toujours là pour l'expérience. Il est toujours là, Mark West. Donc ils avaient une raquette quand même lourde. Une raquette assez lourde. Cédric Ceballos. Ouais, aussi là, arrive. Il faisait partie de mes préférés, celui-là, Cédric Ceballos. Donc les gens n'imaginent pas un petit peu maintenant parce qu'on voit pas, mais le recrutement, Charles Barkley avait permis de quand même ramener du monde. Danny Ainge était déjà un an avant, mais Ceballos arrive, Tom Chambers est toujours là, Richard Dumas, pour moi le plus grand gâchis des années 90, Richard Dumas. Oui, c'est vrai. Un talent... Il était pétri de talent, ce joueur. Ouais. C'était un Scott Pippen en puissance. Oui, c'est vrai. Une détente. Je me souviens de lui. Lui, c'est la drogue, c'est la canne qu'il a tué. Il a été tué à plusieurs reprises par la patrouille, donc exclu. Mais ce mec était vraiment un peu le Ariza que Kobe a eu dans les années 2010. Il était aussi un petit peu le Scottie Pippen dont Jordan a eu besoin. Charles Barkley dirait « J'ai perdu un lieutenant » parce que pour lui, c'était l'homme à tout. Et pourtant, il était rookie. En 93, c'était sa première saison, mais ce qu'il faisait déjà montrait un avenir indécent. Il allait être parti pour être un tueur. C'était vraiment le Kawhi Leonard avant le temps. Donc, Richard Dumas était là. Et donc, Phoenix, avec cette équipe, première année directement, les Lakers, ils vont mettre fin de toute façon à la fameuse... Les Lakers, ça va être la fin là. Même si Magic était parti un an avant, ils espéraient encore. Le 3-2 qu'ils vont prendre au premier tour des playoffs de 93, ça va mettre fin aux Lakers. Les Spurs, je pense qu'on avait fait j'avais fait une rubrique sur cette série, dans les séries légendaires. Phoenix Suns contre San Antonio Spurs, demi-finale de conférence 1993, conférence Ouest. Quand Charles Barkley a tué tout un état dans la dernière. Contre les Spurs, à 3 points. Une somme de 7 points meurtriers. Les Suns gagnent 4-2 et en finale de conférence, c'était de la nouvelle bagarre un petit peu parce que Gary Payton et Sean Kemp avaient en face de Charles Barkley et Kevin Johnson. Très belle confrontation. 4-3. Les Suns, l'avantage du terrain va les sauver parce que cette année-là, c'était la première équipe de toute la NBA. Donc, avantage du terrain qu'en finale, ils vont pas réussir à conserver face à Jordan. Les Suns vont faire une finale sans gagner un match chez eux. C'est-à-dire que tu peux pas gagner une finale, avantage du terrain, tu n'arrives même pas à gagner un match chez toi. Mais avec cet exploit d'aller prendre 2 matchs à Chicago, ce que très peu d'équipes avaient fait, et surtout
le regret éternel, cette dernière minute contre les Bulls, où finalement leur ancien pensionnaire, non, pas parce que Kerr n'était pas là-bas, mais c'était plutôt Paxson, John Paxson va les tuer complètement. Mais déjà, la finale ne se joue pas là. C'est surtout que ce fameux Game 1 et 2, leur première finale NBA de cette ère, ils vont paniquer. Mais c'est surtout que même dans le Game 6, mener comme ça et laisser Jordan aller ramener avec 2 pénétrations simplissimes, ça les a vraiment tués. Ça les a vraiment tués parce que de tous les finalistes que Jordan a battus, beaucoup diront que ceux qui sont passés le plus près, c'est soit le Jazz de 98, soit les Suns surtout de 93. Parce que les Suns de 93 en plus avaient l'avantage du terrain. Du terrain, ouais. Ce qui était assez rare. Oui, effectivement, contre les Bulls, avoir l'avantage du terrain, c'était assez rare. Par la suite, en 94, parce que l'épopée finit pas là de cette équipe, Jordan n'est plus là. Charles Barkley sort d'être MVP et finaliste. Le mal de dos est là, mais il le traîne depuis peut-être 2-3 ans, mais il arrive avec. On se dit, Jordan n'est plus là, la bagarre peut se faire, mais une équipe va empêcher, et ça, seuls les connaisseurs pourront le dire, une équipe va empêcher Charles Barkley de prendre son titre. C'est les Houston Rockets par 2 fois. Barkley the Dream. Barkley a laminé et mis fin à cette histoire des Run DMC, TMC, je sais pas quoi, là, des Warriors, 3-0, proprement. Je vais même pas rentrer dans les stats du Sir Charles. Et ensuite, Kevin Johnson va tomber en face d'un rookie, le Chinese, avec sa tête. Et surtout Kenny Smith, ce trio derrière. Et il y avait Kenny Smith et j'oublie le troisième. Sam Cassell, non? Il était rookie. Non, Sam Cassell, c'est le Chinese, mais il y avait 3 arrières. Il y avait aussi... c'était même mon préféré, peut-être. J'oublie son nom, ça va revenir. C'était pas l'ailier, là? Il était pas ailier? Non, c'était pas un ailier. Il jouait en combo arrière et meneur. Ah, d'accord, oui. Il faut que ça me Vernon Maxwell. Vernon Maxwell, oui. Mad Max. On l'appelait Mad Max. Ouais. Franchement, Kevin Johnson ne va jamais tenir parce que autant on pouvait se dire que Sam Cassell a surpris, mais autant derrière, tu as quand même Kenny Smith à gérer, Vernon Maxwell aussi à gérer. C'était très compliqué. Sans compter que on va pas parler des Mario Elie, à l'aile et tout, des Chucky Brown, mais cette équipe de Houston va battre les Phoenix Suns 4-3. Et encore grâce à l'avantage du terrain, un Game 7 à Houston terrible. Parce que après ça, de tous les spécialistes, c'est ce vainqueur de cette série qui allait aller en finale. Parce que le Jazz de Utah, avec tout le respect qu'on avait pour eux, c'est les équipes les plus fortes. Une fois surtout que les Seattle Supersonics avaient été éliminés par la surprenante équipe de Denver. Ceux qui se rappellent un petit peu quand Dikembe Mutombo exulte parce qu'ils ont réussi, les Nuggets réussissent à éliminer les Seattle Supersonics, première équipe de la NBA cette année-là. Donc, pour beaucoup, c'est entre le 2e et le 3e, Houston et Phoenix, qui vont aller en finale. Donc, Charles Barkley, éliminé par Houston va aller jusqu'au bout. Plus rien ne va arrêter Houston.